Sud Radio, il est 10h01. Parlons vrai. Et les dernières infos avec Florian Pierrat. Bonjour. Bonjour à tous. Encore des perturbations importantes à prévoir jusqu'à vendredi inclus dans les trains et les aéroports. Déclaration du ministre des Transports Clément Beaune, invité ce matin d'LCI. La grève contre la réforme des retraites se poursuit encore aujourd'hui dans certains secteurs. C'est le cas notamment à la SNCF où seulement un TER et TGV sur 3 circulent en moyenne. Des blocages ont aussi été organisés ce matin, notamment en Normandie ou encore à l'université de Strasbourg. Et pendant ce temps, l'intersyndicale a acté hier soir 2 nouvelles journées de mobilisation pour samedi et mercredi prochain. Hier, les manifestations ont réuni 1 280 000 personnes selon la police, 3,5 millions d'après la CGT. Dans le reste de l'actualité, la première ministre dans les Yvelines a plaisir aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes en ce 8 mars. Elisabeth Borne se rend dans une maison des femmes pour présenter un plan en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le nombre de ces structures qui prennent en charge les victimes de violences conjugales sera notamment doublé. Des pôles judiciaires spécialisés seront aussi mis en place. EDF mis sous pression par le gendarme du nucléaire. L'opérateur est sommé par l'autorité de sûreté nucléaire de réviser sa stratégie sur le traitement de la corrosion dans ses centrales. Une profonde fissure a été découverte dans le réacteur numéro 1 de la centrale de Penly en Seine-Maritime. Le secrétaire général de l'ONU en Ukraine aujourd'hui, Antonio Guterres, doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Au cœur des discussions, la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre déclarée par la Russie. Un accord sur les exportations de céréales ukrainiennes doit notamment être évoqué. Et puis on termine par du football avec la Ligue des Champions. Le PSG va tenter de décrocher un ticket pour les quarts de finale ce soir. Battu 1-0 à l'aller au Parc des Princes, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Bayern Munich. Un coup d'envoi à 21h. Notez les qualifications hier soir du Benfica de Lisbonne et de Chelsea. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne matinée à tous. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, c'est quoi votre pronostic PSG contre vous en foutez? Moi ce soir je vais regarder les siffleurs. Ah, quel Sur enchaînement. France 2. C'est là que je vois la professionnelle. Absolument. C'est là, bravo. Charles Berling, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous Avec êtes ce plaisir. soir à l'affiche de cette fiction, de cette mini-série en 2 parties. Les siffleurs avec Nadia Fares, Stéphane Monpetit. On va en reparler avec vous dans un instant. C'est une fiction extrêmement forte sur le harcèlement, sur ces jeunes femmes qui se servent des réseaux sociaux. On va en reparler avec vous. Des influenceuses. Des influenceuses. On va en reparler avec vous dans un instant. Vous regarderez le foot ce soir ou pas? Non, moi ce soir je joue au théâtre. Ah, c'est vrai que vous êtes au théâtre, Héberto. Je ne Les regarde enfants pas. terribles. Oui, exactement. Absolument. Les parents terribles. Les parents terribles, les enfants terribles. Oui. Les parents terribles. Avec lequel il y a un lien avec la fiction de ce soir, oui, par parce rapport que à c'est les rapports extrêmement complexes entre humains et qui Ouais. peuvent amener Absolument. à des catastrophes ou à des joies absolument merveilleuses. Ouais, et on va voir ce soir que ça peut être effectivement assez terrible et Exactement. dramatique. Gilles Le Zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. L'instant zapping aujourd'hui, c'est la journée de la femme et c'est en lien Non, évidemment. journée des droits des femmes. Journée. Bah oui. Journée de la femme, c'est les magasins qui vous proposent des aspirateurs ou des culottes. Bien répondu. Voilà, des trucs comme ça. Pardon. Journée des droits des Journée femmes. des droits. Paf. Mais évidemment en lien avec le téléfilm de ce soir sur France 2, l'occasion de rappeler les féminicides qui augmentent dans ce pays. Rien que ce week-end, 3 femmes ont été retrouvées poignardées, dont c'est à vous. Ils ont recueilli le témoignage de la mère d'une des femmes tuée à Amiens d'un coup de couteau par son ancien compagnon. La semaine dernière, j'ai trouvé lui lundi, cagoulé. Il a envoyé des messages à sa mère. Il a menacé Fatiha pour sa sœur et ses neveux. Il a dit je connais l'école de tes neveux. Fais attention. Il est sorti avec interdiction d'approche. Ils n'ont pas mis ni bracelet pour lui, ni un téléphone pour elle. Elle n'a pas eu rien. Rien. Pourquoi? Ça vous touche, j'imagine, les féminicides, et on en parle là, d'ailleurs dans le téléfilm. Il y a, enfin pas un féminicide, mais un des protagonistes harcèle une femme et a une mesure d'éloignement. Ah oui, ça me touche beaucoup parce que je pense que c'est lié beaucoup à ce qu'on raconte aux petits garçons quand ils sont déjà tout petits, en leur faisant croire qu'ils sont supérieurs.
aux petites filles. Donc ça commence là. C'est-à-dire qu'après, il y a un sentiment de toute puissance, d'impunité. Et ça, il faut absolument que ça change. Mais je crois que ça commence dès l'éducation. Et vous, ça n'a pas été votre cas? Vous avez eu quel type d'éducation? Parce que vous avez une sensibilité féministe, on le voit dans vos engagements. J'ai eu une grand-mère et une mère qui se sont battues, sans savoir même à l'époque qu'elles faisaient du féminisme. Elles se sont juste battues pour exister, pour ne pas être victimes de la puissance masculine qui avait tous les droits, qui en plus était... j'avais un grand-père extrêmement violent, donc elles se sont organisées pour contrer ça. Donc moi, après, on était 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Ça, c'est le hasard qui a voulu ça, mais ma mère disait toujours, c'est pas parce que vous êtes des garçons que vous n'allez pas faire la vaisselle, faire votre lit, et c'est pas parce que vous êtes des filles que vous n'allez pas chercher un métier et que vous allez attendre de vous marier à un homme pour exister. C'est pour ça que ça vous a choqué, la phrase, vous êtes intervenu sur la phrase de votre collègue comédien de Vincent Cassel, sur l'homme qui se féminise. Oui, c'est absolument. C'est-à-dire qu'il y a dans le langage commun des choses qu'il faut arrêter de penser que c'est banal. Ça n'est pas banal et ça entraîne beaucoup de choses. Quand j'entends Poutine qui dit à Zelensky qu'il le traite au fond de femme et que ça c'est l'insulte suprême, eh ben, il faut le dire. Il faut dire que non, le féminin ne dégrade pas le masculin et qu'il y a dans tout être humain un mélange énorme entre le féminin et le masculin et que la différence est infime. Oui, mais vous comprenez que certains hommes ont envie de garder leur virilité, ont envie de garder la différence entre un homme et une femme, de pas faire un seul humain. Mais je ne me sens pas moins viril parce que je me sens féminin, c'est pas vrai. C'est faux. C'est-à-dire que c'est un mélange. C'est comme il faut arrêter d'être binaire et de dire là ça c'est blanc, ça c'est noir. C'est beaucoup plus complexe. La vérité, c'est ce que le théâtre a la grâce de montrer, de raconter. C'est les nuances. Et le film de Nathalie Marchak raconte des nuances. C'est beaucoup plus subtil. C'est pas noir et blanc. Voilà. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans son scénario et que j'aime dans son film. Et les hommes méchants. Hier, Jacques Weber était l'invité de C'est à vous. Il a dénoncé comment les profs du conservatoire cassaient les comédiens et parfois des carrières. Écoutez bien. Il y avait aussi à mes côtés, c'était Jacques Villeray. C'était un type énorme, c'était l'un des plus doués de nous tous. C'était Charles Lofton, c'était monumental. Et pourtant, il était malmené au conservatoire. Hein. Il a été malmené par des profs totalement scandaleux qui regardaient ce type, il n'a pas de physique, on ne l'entend pas, il est timide, il fera jamais rien. J'ai entendu des choses absolument horribles. À notre époque, c'était horrible. On disait de Nathalie Baye, elle paie la chambre, on la suit pas. Un prof d'art dramatique qui a dit ça. J'ose le dire parce que c'est scandaleux, c'est dégueulasse, quoi. C'est incroyable d'entendre ça. Oui, bah oui. Et vous avez subi ça? Vous avez été confronté? Quand vous étiez à l'école, on vous disait... Oui, mais c'est-à-dire, je pense que après, il faut aussi, encore une fois, il faut contextualiser les choses et il faut les nuancer dans le sens que, oui, j'ai subi, mais quand on veut être acteur, quand on est jeune acteur, eh bien, on passe par des phases de réussite, d'échec, on passe par des phases de doute. Moi, j'ai pas subi, disons, mais j'ai eu des moments où je doutais fortement de moi, mais après, c'est surmonter ces doutes qui fait que, et se battre. Disons que, et j'ai eu moi aussi, on l'entend là aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a des metteurs en scène qui étaient particulièrement durs. Alors c'est complexe parce que je vais pas dire. Parce que ça peut vous faire progresser aussi. Moi, ça m'a fait. Claude Régis, c'était un metteur en scène qui était très dur. Vous partiez en larmes de la répétition. Mais pour moi, c'est un des grands metteurs en scène avec qui j'ai beaucoup appris. Donc que dire Toujours la nuance. Mais je suis d'accord sur une chose. Moi qui ai connu, parce que je disais que mes parents et ma mère étaient féministes, mais ils étaient aussi d'une génération qui nous tapait dessus. Absolument. Elle avait 6 enfants, elle nous tapait dessus. Donc, moi, j'ai essayé de ne pas reproduire ça avec mon fils. C'était très important pour moi comme challenge. C'est-à-dire la génération suivante, elle doit s'améliorer. Et là, c'est pareil avec l'art dramatique. Non, évidemment que c'est pas la violence qui fait que il y a du génie ou pas. Mais après, il faut faire attention aussi à recontextualiser les choses parce que, bah oui, quand je suis arrivé au Théâtre National de Strasbourg dans les années 80, les gens ils picolaient, les gens ils... bon, alors c'est pas...
alors on dit, oui, ok, maintenant on a compris que c'était pas, c'est comme l'industrie du tabac qui nous a fait croire qu'il fallait avoir une Marlboro au coin des lèvres. On sait maintenant que c'est une catastrophe sanitaire, donc il faut un peu faire attention aux récits qu'on a, mais les récits changent et tant mieux. Direction Londres, Valérie, où un Anglais sur 3 n'arrive plus à se chauffer. Alors écoutez bien ce que vous allez entendre. Ils se font prescrire une ordonnance de chauffage par leur médecin. Ça se passe à Londres et c'était dans le 20h de France 2. Moins de 10 degrés dehors et pas beaucoup plus à l'intérieur des maisons. Face à la flambée des prix de l'énergie, plus d'un Britannique sur 3 est tout simplement contraint de couper le chauffage. Une situation si critique que des médecins prescrivent désormais du chauffage sur ordonnance à leurs patients les plus fragiles. Dans l'ouest de l'Angleterre, c'est le cas de ce père de famille atteint d'une forme d'asthme sévère, aggravée par le froid. Il fait combien? Là, il fait 21 degrés, mais avant, c'était entre 15 et 18. Juste avoir ces quelques degrés en plus, c'est ce qui me maintient hors de l'hôpital. Depuis décembre, Joshua Goral bénéficie d'une prescription médicale de chauffage, une aide financière qui lui permet de chauffer sa maison toute la journée et qui a déjà un impact sur sa santé. Incroyable, grâce à l'ordonnance, il peut avoir une aide de la sécurité sociale locale. C'est fou, hein, une ordonnance médicale pour le chauffage. On va finir, il a toujours eu un succès fou avec les filles. Vous allez aimer mon extrait musical, Valérie. Christophe, 3 ans après sa mort, quelle merveille. Il y a un film... sort un documentaire, en effet, un film qui raconte les coulisses de la création de plusieurs chansons de Christophe et de ses concerts. Je vous propose en live un extrait de ce doc, c'est Les Paradis Perdus, Christophe. Te souviens-tu quand je chantais dans les gares de Londres, te noyer dans la fumée, ce rock sophistiqué. Ça vous plaît? Oui, absolument. Très... ça vous émeut, hein? Oui, ça vous touche. J'adorais Christophe. Il est venu à Château-Vallon, là, le théâtre que je dirige. Je l'ai connu à la fin de sa vie. Personnage incroyable. Enfin, puis, là, par exemple, quand il enregistrait ça, il était dans une sorte de maison chez son musicien. Ils étaient sous la table, il mettait... Il était dingue. Incroyable. On se retrouve dans un instant avec Charles Berling pour parler de cette fiction ce soir, Les Siffleurs, sur France 2 à 21h10. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Charles Berling que vous allez retrouver ce soir, mais surtout mercredi prochain, dans une mini-série. On saupoudre ce soir pour vous amener petit à petit à quelque chose. Créée par Nathalie Marchak, qui est coécrite avec Laurent Burtin. Je trouve que c'est important de citer les auteurs. Avec Nadia Fares, on était en train de dire qu'on ne la voyait pas assez. Elle est formidable ce soir. Vous allez voir cette fiction qui est très très puissante. Les siffleurs, ce sont ces hommes qui sifflent les femmes au minima et qui les agressent. Et ça, c'est compliqué de raconter parce qu'il y a énormément d'intrigues. Comment vous recevez? Moi, j'aime bien poser la question aux comédiens. Quand vous recevez un scénario, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui fait que vous dites oui? Qu'est-ce qui vous a plu dans celui-là? Disons que là, j'ai trouvé qu'ils avaient écrit un scénario extrêmement intéressant, très complexe, un polar très captivant. Donc déjà, on ouvre le scénar et puis on voit qu'on a envie de tourner les pages. Et ensuite, Nathalie me proposait ce rôle et ça me plaisait beaucoup d'être du mauvais côté, disons, de la barrière et en même temps de raconter qu'on peut être du mauvais côté de la barrière mais avoir envie quelque part de sortir de cette ornière. D'avoir une rédemption. Et donc, moi, mon personnage, comme vous le disiez, sur le premier film, sur le premier épisode, il est construit. Il se construit tout doucement, on le voit et on se dit bon. Et puis ensuite, donc ça aussi, ça me plaisait beaucoup. Moi, ça me plaît aussi que souvent, on me donne des rôles de bon médecin ou de bon avocat et tant mieux, j'adore ça. C'est beau la vertu, mais c'est vraiment intéressant de jouer des faces plus noires de soi-même. Enfin, mais pour reprendre, et puis là en particulier des hommes, parce que là je représente quelque chose qu'on entend aujourd'hui et à juste titre, c'est-à-dire la culture masculine. Il faut qu'elle se révise un petit peu. Parce que vous êtes flic, formateur de policiers et assez macho, on peut dire comme ça. Et donc il y a un lien très fort avec le personnage de Nadia Fares qui va se dévoiler. On le sait rapidement. Oui,
on sait quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre eux. Elle a vécu un événement avec vous et vous ne l'avez pas vécu de la même façon. Et qui ne s'efface pas. Et je crois que c'est aussi, ça parle très bien de qu'est-ce que le traumatisme et qu'est-ce que la mémoire fait. C'est-à-dire ne s'efface pas du tout si facilement si on ne regarde pas en face les choses. Ouais. Et également, on parle donc de siffleurs, on parle beaucoup aussi de l'injonction un peu des filles qui doivent être maquillées pour être sur Instagram, pour buzzer, pour exister au sein des écoles, pour être mignonne. On voit aussi quelqu'un qui est un petit peu ronde, qui elle n'arrive pas à exister sur ses réseaux et qui le vit très mal. C'est votre fille, tout à fait, Marion Delage, qui est incroyable, magnifique, que j'ai trouvé avec qui on s'est très bien entendu. Qui vit très mal le fait d'être ronde et de pas vivre ce que vivent les autres sur les réseaux. Vous, quelle image vous aviez des siffleurs et des réseaux sociaux? C'est deux questions. Pour moi, je suis d'une génération qui a vu arriver ça, déferler ça. Ce que, encore une fois, la grâce de ce scénario, de ce film, c'est aussi de mélanger toutes ces générations et de montrer, au fond, les tensions qu'il y a entre les générations qui sont très vives aujourd'hui. Parce que moi, je vois qu'à mon âge, je vois arriver des jeunes gens, on en parlait tout à l'heure sur la formation, sur des jeunes étudiants d'art dramatique. On voit qu'il y a des fossés qui se sont creusés, qu'il y a quelque chose qui se produit. Donc, comment faire pour que les générations ne soient pas, qu'il n'y ait pas une génération qui soit sacrifiée à l'aune de l'autre? C'est ça. Et ce film-là, pour le coup, il est très bien équilibré pour raconter toutes ces confrontations. Il raconte une époque aussi. Il raconte cette génération des réseaux sociaux, de ces jeunes femmes qui s'affranchissent aussi des règles en disant si j'ai envie d'être sexy, je suis sexy, et à qui l'autre génération va reprocher de l'avoir bien cherché s'il leur arrive des bricoles. Oui, complètement. Donc ça, c'est extrêmement important que cette génération montre au fond à leurs aînés qu'ils ont compris quelque chose et qu'il faut alors après on entend les mots déconstruire, après il y a une certaine radicalité que je n'approuve pas tout le temps moi, parce que je trouve qu'à un moment donné on n'est pas non plus il faut pas et il est normal quand il y a un mouvement et une population qui a à tel point souffert qu'il y ait un moment où c'est un peu trop, ça va, la pendule va un peu trop dans l'autre sens. C'est un peu normal. Mais il faut justement, grâce à ce genre de film, il faut raconter qu'on peut aussi, qu'il n'y a pas un être humain, qu'il n'y a pas un être qui est totalement à jeter à la poubelle, qu'il faut croire dans la régénérescence, dans la rédemption. Et pourtant, je ne suis pas religieux, vous voyez, mais pour moi, c'est pareil que quand on dit telle actrice ou tel acteur est mauvais, un acte, c'est comme les gens dans la vie, c'est-à-dire on peut rater quelque chose et puis on peut aussi réussir d'autres choses. Vous avez joué dans le dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade, qui a été très triste de ne pas être nominé au César. Chaque année, les Césars, c'est de pire en pire. Vous avez eu plusieurs nominations, parce que vous avez eu 4 ou 5 nominations au César. Quel regard vous portez sur tout ce qui se passe là-bas, sur Corinne Mazeroux à poil, sur les militants qui montent? J'ai pris un peu de distance avec ça. Moi, je dirige un théâtre à Toulon, la scène nationale Château-Vallon-Liberté, donc on fait beaucoup de choses là-bas. Moi, je suis d'une culture théâtrale. J'avoue que je suis moins au centre des choses au cinéma aujourd'hui. Donc, je suis ça avec un peu de distance et en même temps amusement, parce que mais et puis j'ai jamais, même quand j'étais concerné, j'ai jamais. Pour moi, ce qui compte, c'est le rapport avec les autres artistes, le rapport avec le public. Et ces choses-là, c'est complexe quand même. Pourquoi tout d'un coup, un tel ou une telle sont complètement mises en valeur et puis pas d'autres. Là, même dans ces Césars, vous l'avez dit, on se dit... Nicolas Bedos, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir avec Mascarade, c'est un cinéaste surdoué, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un grand artiste. Donc moi je crois qu'il est à un endroit qui est
pas forcément iconoclaste, où il mêle le comique et le tragique, mais pour moi il a fait un très grand film, et c'est un très grand cinéaste, et voilà. Mais après, ça c'est le jeu, hein. Ouais. Le théâtre, c'est votre première maison, enfin, c'est comme ça, votre premier amour, oui. Parce que vous étiez d'une famille de médecins, c'est ça, votre père était médecin? Oui, médecin de marine, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Toulon. Et comment on devient c'est une vocation? Comment vous l'avez découvert? C'est plus qu'une vocation, c'était une nécessité absolue pour moi. J'avais 14-15 ans, j'étais au lycée, je foutais rien, j'arrivais pas à accéder à la culture, j'arrivais pas à appréhender le savoir. Et puis quand j'ai pu intégrer, grâce à des professeurs extrêmement intelligents, sensibles, le foyer théâtre, à la suite de mon frère Philippe, j'ai compris que qu'on pouvait apprendre dans la joie, parce que ça me passait par le corps. Donc c'est comme ça que je dirais que ça m'a totalement sauvé, moi, en ce qui me concerne. Il y a 2 ans, vous avez appelé à voter Renaud Muselier. Vous n'êtes pas un acteur gaucho? Oui, mais c'est-à-dire j'ai appris avec le temps aussi à... vous regrettez? Non, je soutiens aussi Hubert Falco à Toulon. Pour moi, il y a des gens de terrain comme Renaud. On peut être pas d'accord sur certaines tendances politiques, mais Renaud Muselier est un président de région qui soutient énormément la culture. Vous privilégiez l'homme par rapport aux convictions? Non, je regarde ce qu'ils font. L'action. Moi, je ne suis pas pour les chapelles ou pour dire, parce que en plus aujourd'hui, on a compris que les espaces c'est beaucoup plus trouble, n'est-ce pas? Et donc pour moi, je regarde ce que font les hommes politiques dans la réalité, et en fonction de ça, je les soutiens ou pas. On vous retrouve en tout cas ce soir et surtout mercredi prochain dans les 6 heures. C'est formidable. Oui. Merci Valérie. Mais surtout, j'adore. Mais surtout, elle est gentille avec moi parce qu'elle dit oui, regardez les 2 épisodes. Mais non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai regardé et puis je me suis dit mais il a un petit rôle et tout, puis en fait on comprend avec le temps, mais c'est très puissant, hein. Vous êtes très fort, très bien filmé, la musique est folle. Et puis c'est d'une actualité incroyable et d'une subtilité dans la façon dont ces histoires sont racontées, vraiment admirable, absolument. Donc très moderne. Bravo, et vous allez retrouver Nadia Fares, Stéphane Monpetit, Marion Delage, on l'a cité, Louise Massin et Ludmila Makovsky. C'est voilà, à ne pas manquer ce soir. Antoine Chappé aussi. Et à voir en replay évidemment, parce qu'il y aura beaucoup de monde devant le foot, hélas, pour vous ce soir. Non, il y a du foot ce soir, mais il y a PSG, je sais pas quoi. PSG quoi? Valérie, je ne me rabaisserai pas à ça. C'est PSG qui? C'est PSG contre l'Allemagne, PSG. Il sait pas, voilà. Allez, merci, le réalisateur m'aide même pas dans les la culture du foot, en passant, parfois il devrait un tout petit peu s'améliorer sur le féminisme et sur vous avez vu le type et sur le racisme et ainsi de suite. Alors j'ai vu le rugbyman qui a... Non, je sais plus, j'ai lu ça en diagonale, mais c'est un entraîneur qui a démissionné parce qu'un de ses joueurs a été accusé d'attouchement, et en préparation du match, il a dit oui. Et il a dit bon, on a tous touché des filles. Donc il y a encore du boulot et du chemin à faire. Voilà. Merci à vous, et tout de suite c'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio.